ma casquette de directeur d'établissement. Il y a 6 semaines, au démarrage de la crise, je suis revenu à plein temps dans ma clinique pour gérer la crise. Voilà. Et je l'ai vécu au début avec énormément de stress. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, il fallait réorganiser complètement l'établissement, avec la peur de pas avoir assez de matériel de protection pour protéger les soignants de mon établissement, avec cette peur au ventre de ne pas être en mesure de les protéger. Donc, de devoir prendre entre 15 et 20 décisions hyper structurantes par jour, de réorganisation complète de tout, des plannings, de l'organisation de la clinique, en me posant chaque fois la question, est-ce qu'on fait les bons choix pour bien soigner les patients, mais et aussi pour protéger les professionnels. Donc, ça a été une espèce de tsunami organisationnel avec cette inquiétude-là. Voilà, au démarrage, c'était du stress, beaucoup d'énergie. Et maintenant qu'on est calé en termes d'organisation, on a eu la chance qu'en Occitanie, voilà, l'épidémie, grâce je pense, au confinement, s'est pas développée de façon aussi massive que dans l'Est ou en région parisienne. Maintenant que l'organisation est calée, ce que j'ai vécu, c'est peut-être parmi les plus beaux moments de ma carrière professionnelle, quoi. J'étais au contact de tous mes professionnels, j'y suis H24 à côté d'eux pour les rassurer, pour être à côté, pour les accompagner, voilà, dans les secteurs Covid, non Covid, avec des gestes de solidarité de tout l'écosystème de l'établissement, des gestes de solidarité en interne, de la créativité, de la réactivité, de l'engagement, de la solidarité. Il y a eu des moments hyper émouvants, quoi, même beaux à pleurer, quoi, de la capacité qu'il y a eu, pas que chez nous, hein, la pizza du coin qui nous envoie des trucs, les startups, les industriels qui nous ont aidés à trouver des solutions pour les masques, pour fabriquer des systèmes pour nos machines de test Covid, des imprimantes 3D avec des start-upers qui nous ont aidés à trouver des solutions voilà, d'adaptation pour des circuits clos d'aspiration. Tout le monde qui nous aidait, le quartier qui applaudissait. Enfin, il y avait des moments, c'était beau à pleurer. Hein. C'était vraiment fantastique, quoi. Alors, avec le stress, mais aussi avec ce qui peut être magnifique dans ces moments-là, ouais, de solidarité, de créativité, tout ce qui est super en France, quoi. Tout ce qu'on adore en France, voilà. L'organisation, et moi je suis très favorable à ça, je m'étais positionné très tôt au niveau de la RS et de la région dans des situations de crise. En fait, on est obligé de basculer dans un mode très descendant et quasi militaire. Donc, il faut que tout le monde respecte une décision. Il vaut mieux qu'une décision soit pas parfaite, mais qu'on l'applique tous, plutôt que de tergiverser, à polémiquer avec les pour et les contre. Donc, nous, on s'est mis en situation de soldat de la RS. Voilà. Donc ça, et donc dès lors qu'on s'est positionné comme ça, on respectait scrupuleusement toutes les consignes en essayant d'être le plus réactif possible et en anticipant les coups d'après des ordres donnés. Bascule de notre réanimation en secteur Covid, l'anticipation sur les chambres doubles qu'on a éliminées pour basculer en chambre simple, les circuits d'imagerie dédiés au Covid, etc., etc. Et donc, en fait, le partage d'informations se fait dans une logique un peu moins à la française, là, habituellement, qui est très frondeuse, communautaire, démocratie participative, etc. Là, on a été dans un mode assez militaire. En revanche, à l'intérieur de l'établissement, où nous aussi, on a mis en place une logique avec une cellule de crise, avec voilà, quelque chose de très directif quand même, tout le monde a super bien joué le jeu. Et en fait, ça a beaucoup décloisonné. C'est-à-dire que voilà, tout le monde s'est mis à se connaître, à bosser ensemble. Voilà, il y avait des secteurs assez méconnus chez nous, les agents de sécurité. C'est pas des gens qu'on met généralement trop à l'honneur. Ça a été les concierges d'aujourd'hui, quoi. Donc avec un contact grand public hyper important. Donc il y a eu plein de petits métiers comme ça qui ont été mis en valeur et très décloisonnés avec le monde des médecins, le monde des soignants, etc. Et ça a été vraiment marquant pour moi. Dans mon établissement, on s'appuyait déjà sur un système d'information médicale et de soins déjà très structuré. Donc en fait, on a capitalisé là-dessus.
tous les protocoles Covid, tout ça, ça a été intégré et paramétré directement dans le dossier de soins, dans le dossier médical, dans le dossier patient, dans tout ça. Donc, en fait, ça n'a pas été compliqué. Ce qui a été super, c'est que ça a donné un boost à la relation numérique au patient lui-même. Donc, à la fois avec un développement de la prise de rendez-vous en ligne, des téléconsultations, mais aussi de la télésurveillance, de la préparation des hospitalisations en ligne. Donc, nous, on avait déjà en anticipation un portail patient d'établissement avec ce type de fonction, préadmission, accès à son dossier médical. Et donc, on a capitalisé dessus en rajoutant des modules on va dire, de screening Covid en amont des hospitalisations. Et en capitalisant là-dessus, on a démultiplié les usages numériques pour nos patients, en fait. Et c'est ça qui a été très marquant en termes de système d'information. J'ai trouvé que, de manière générale, moi je l'ai vécu dans mon établissement, mais c'est vraiment général, ça, dans tous les hôpitaux, en tout cas sur cette situation de crise. Euh, on sent que ce sont des phases où les établissements sont assez à l'aise, c'est-à-dire les médecins, ils ont cette culture de réagir, de partager la connaissance. Il y a eu des groupes WhatsApp qui se sont organisés entre médecins réanimateurs, avec des infectiologues, des épidémiologiques, entre les cellules de crise d'hôpitaux, on s'appelait, on se passait les infos. Donc le partage d'informations, moi je trouve, a été plutôt bon. Et avec quelques directives données par les ARS, par la DGOS, par voilà, tout ce qui était relativement descendant au Conseil de santé publique, tout ça, Santé publique France, on a réussi à récolter et globalement, moi je trouve qu'on s'en est sorti. Voilà. En revanche, pour la construction précise d'outils numériques qui pourraient être support de ce type de doctrine et qui doivent être des outils numériques évolutifs, puisque la doctrine, elle évolue forcément dans ces situations-là en fonction de la connaissance du virus, de ses modes de propagation, des traitements qui arrivent, des tests, de la valeur des tests, etc. La difficulté, c'est d'arriver à construire des outils évolutifs et qui soient assez scrupuleux dans l'application de la doctrine qui évolue et la doctrine qui est portée par le ministère de la Santé. Donc, en fait, pour moi, là, on est en train de travailler au ministère justement pour travailler sur un outil numérique autour de ça, sur les conseils et la prévention personnalisée et évolutive. Pour moi, il y a eu deux phases qui sont pas mal quand même. Il y a une phase où le ministère de la Santé a travaillé sur un référencement des applications en allant décortiquer les algorithmes qui mettaient à disposition de la connaissance, par exemple pour de l'autosurveillance Covid, et en labellisant, en référençant très vite et en publiant en open source les algorithmes. Ça, je trouve que ça a été une première phase assez intéressante. Pour moi, l'étape d'après, ça serait que on est en train de le faire avec une application de conseil autour du Covid, parce qu'on pense qu'il y aura au long cours des choses à suivre quand même. Le monde idéal, et c'est pour ça aussi que je pense que si les fondations avaient été prêtes en amont, on aurait été beaucoup plus réactif au niveau ministériel pour faire ça. Pour moi, la bonne logique de ce que j'appelle moi l'État plateforme et la place de l'État en matière de numérique santé publique, que ce soit sur santé.fr ou d'autres types d'outils de ce type-là, c'est de dire on applique la doctrine avec un premier outil, et cet outil, par exemple, il décrit tous les arbres de décision pour donner le bon conseil personnalisé, et ça, on le rend public. On le met sur des plateformes de code open source, comme GitHub, par exemple, et vous, industriels, vous référencez à ça, et si vous êtes plus performant pour proposer des outils, au contraire, allez-y, mais appliquez cet algorithme et appliquez ce code open source et que les pouvoirs publics rendraient ouvert et accessible à tous. Et ce truc-là, ça a été fait par du référencement, mais je trouve que l'étape d'après, dans un pays plus performant encore en matière de e-santé, ça serait que les pouvoirs publics construisent ces algos, construisent le code open source, construisent des premiers outils et laissent ensuite l'écosystème s'emparer de ça. Je trouve que ça serait ça le super modèle d'État plateforme. Mais pour faire ça, il faudrait que les fondations soient propres à nouveau en matière de numérique en santé. Toujours pareil. Il y a eu un très gros volet pendant la gestion de crise, de formation, de simulation, de mise en situation. Comme on a été amené à sanctuariser des parties de réanimation sur le Covid avec des mesures barrières très spécifiques, il fallait d'abord former les soignants de réa. Donc concrètement, comment ça se passe? Mais tous les établissements ont fait ça, hein.
Il y a une cellule de crise qui se réunit 2 fois par jour, qui épluche toutes les recommandations et qui prend toutes les décisions opérationnelles, qui mélange la direction de l'encadrement des médecins réanimateurs, des infectiologues, etc. Enfin, tous ceux qui sont vraiment sachants autour de ça et décisionnaires, qui prend des décisions très très vite, notamment sur des décisions de formation et de mise en situation. Donc d'abord, cette cellule de crise pose des plans de formation en épluchant les recommandations, donc on l'a traduit en formation de terrain. On a formé le personnel des services au contact le plus proche du Covid, eux d'abord. Comme on était obligé de mobiliser plus de monde, on a été obligé de prendre des renforts de nos soignants pour aller, par exemple, des infirmiers anesthésistes qui ont dû se former à la réanimation pour venir en support, ou d'autres types d'infirmières qui sont allées en soins contenus dédiés Covid. Et pour eux, on a appliqué des modules de formation, d'accompagnement par des médecins et beaucoup de mise en situation avec des cas inopinés. Un patient arrive au bloc opératoire, il est Covid, il arrive du SAMU, on fait l'exercice ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est en permanence qu'on a fait ça, en permanence. Pour moi, les 3 enseignements, c'est en situation difficile, on est quand même un super pays, il y a plein de gens qui sont des héros, quoi, et pas que les soignants, quoi. Il y a partout. Voilà, donc ça, c'est quand même fantastique. Donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de capitaliser sur ce qui est beau aussi. Voilà. On est souvent dans l'autoflagellation, donc moi je pense qu'il faut capitaliser sur ce qui s'est passé de beau en mettant en lumière tous les gens, les start-upers qui ont continué de bosser, les éditeurs qui se sont débrouillés pour être en support des médecins. Il n'y a pas que les médecins, les soignants qui ont été des héros. On est quand même un pays qui a été capable de réagir. Donc, bien sûr, on peut tout critiquer, tout est critiquable, d'accord, mais voilà, premier point, une des leçons, c'est que on est quand même capable de faire des super belles choses ensemble. Le deuxième point, évidemment, moi qui suis un homme du numérique, c'est que ça a été criant de voir, ne serait-ce que ce qu'on est en train de faire en ce moment, quoi. Que le numérique, ça peut être un outil qui est vraiment aidant et indispensable dans ce genre de situation, et que dans le numérique en santé, on peut utiliser et avoir un numérique et mettre en place un numérique qui soit humaniste, proche des citoyens, proche des patients, proche des professionnels et qui servent de belles causes. On l'a vu quand même. Donc, avec ce côté très manichéen qui consiste à dire le numérique, ça peut être dangereux, du flicage, etc. Bien sûr qu'il y a ça. Mais aussi, on peut construire un numérique proche des gens, utile, qui rend des services fantastiques. Là, ce matin, je voyais, il y a une téléconsultation avec une mamie d'Ariège là, de 85 ans qui était très contente parce qu'elle arrivait à voir son diabéto, quoi. C'est quand même génial, ce genre de truc. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, je pense que plus personne peut dire que le numérique dans la santé, c'est accessoire, c'est au cœur de quelque chose qu'on peut construire de notre système de santé et on peut en faire quelque chose de beau. Et la troisième leçon, c'est ce que je répète et c'est pourquoi je milite, c'est en dehors de ces situations de crise, il faut qu'on ait la sagesse et la détermination et l'humilité d'être pragmatique et de construire des choses communes, voilà, des fondations communes, et que notre gros défaut qui est d'avancer en ordre dispersé, il faut vraiment qu'il y ait une logique sur ces sujets du numérique en santé qui sont très techniques et pas glamour, pas sexy du tout, mais d'avancer si on veut vraiment pouvoir bénéficier de toute la capacité de créativité de notre pays. Voilà. Et c'est ce petit défaut-là, moi j'aimerais vraiment qu'on arrive à le corriger pour avancer à construire ensemble en fait.